Christian Fabretti, Maître Verrier, puis de sa fille Catherine Fabretti, qu'on pourrait considérer comme vitrailliste aussi. Maître Verrier, d'une certaine manière, elle ne sera pas d'accord. Oui, plus les techniques, tout ça. Mais, on va en discuter ensemble, on va essayer de régler cette affaire. Pour ma part, je suis doctorant en histoire de l'art à l'Université de Montréal. J'ai préparé une thèse sur l'histoire du vitrail entre le 19e et le 20e siècle. Mais aujourd'hui, on va plutôt avancer dans le temps. Lise est encore vivante, elle pratique encore, ses œuvres sont encore visibles. C'est une autre période artistique avec d'autres réalités. Pour commencer, plutôt que je parle, je préférais que vous présentiez avec vos mots assez brièvement, rapidement, comment vous en êtes venu au vitrail, votre formation. Ma formation, c'était, j'ai fait 5 années aux Beaux-Arts. J'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts et 3 ans à l'UQAM. C'était la transition. Après, vous avez peut-être quelques extraits vidéo pour nourrir en même temps. Après, disons, en 76, j'ai eu un essai ouvert, la transparence, les projections de couleurs. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre un métier avec M. Pierre Estrat, qui était de famille Verrier, plusieurs générations. J'ai eu une très bonne formation avec lui. J'ai passé 5 ans. J'ai été collaboratrice avec lui. Et puis, en 81, je suis partie mon atelier grâce à... J'avais obtenu 1%, les contrats du 1%. Et puis, c'est ça. J'ai commencé production de verre. Le nom de ton atelier, c'est bien. 81, exactement. Et puis, voilà, on va continuer après. Parfait. Donc, finalement, un apprentissage par l'atelier et ensuite ton propre atelier indépendant. Oui. J'ai continué à faire ma recherche. Et c'est dans cet atelier-là qu'on retrouve Catherine? Oui. Moi, je suis la fille de Lise. Donc, à cette époque-là, on suivait nos parents. Je suis toute seule avec ma mère. Mon père est décédé quand j'étais jeune. Il était aux Beaux-Arts lui aussi, mais donc je suis restée avec ma mère. Donc, elle a fait sa formation aux Beaux-Arts. Donc, c'était les dernières années que le Beaux-Arts était encore ouvert. Donc, il passait 5 ans. Donc, il y avait les 2 années de cégep plus les 3 ans universitaires. Donc, c'était une formation de 5 ans qu'il y avait. Et moi, je suis née pendant ces études. Et qu'est-ce qui m'a amené? Évidemment, je le suivais partout. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas toujours les technologies d'aujourd'hui. Donc, les agrandissements, les choses, ça se faisait dans les ateliers le soir. Donc, je dormais sur un sofa dans l'atelier. Donc, et je passais beaucoup de temps. Je suis quelqu'un, j'étais un enfant qui aimait beaucoup être avec les adultes et qui regardait beaucoup. Donc, je les observais beaucoup travailler. Et ma mère me faisait faire des choses. J'ai une habileté manuelle aussi particulière. Sans doute héréditaire, les deux. Alors, c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça que moi, j'arrive dans le verre. Ça va être en les regardant beaucoup travailler. Plus tard, moi, je vais faire des études. Moi, j'ai étudié en sociologie, donc j'étudie dans un autre domaine. Par contre, on est dans les années 90. À ce moment-là, l'emploi est précaire et ma mère, elle a des contrats. Elle, ça va bien. C'est un des artistes qui a eu toujours, pratiquement, il y a une période, c'était des années difficiles, 90. Donc, je commence à travailler avec ma mère qui va commencer à avoir des contrats sans arrêt. Donc, je vais passer 20 ans comme ça à travailler à l'atelier en même temps que je fais des études ou que je fais d'autres métiers. Je suis toujours à l'atelier. On a fait des très grandes réalisations à deux. Donc, on était vraiment un duo, mais c'était toujours ses œuvres, c'est ma mère l'artiste. Donc, c'est toujours, moi, j'étais la personne qui travaillait sur les œuvres. Donc,
faisait la technique. Donc finalement, ce qu'on trouve là, c'est une transmission de savoir-faire, mais toi plutôt en apprentissage dans Oui. l'atelier. Puis toi, Lise, bon, tu as ta formation aux Beaux-Arts, mais la pratique du vitrail, tu l'as vraiment appris en atelier auprès de Pierre Osterhald, qui, si je peux donner quelques informations historiques, Pierre Osterhald qui est l'un des grands représentants du vitrail au Québec, du vitrail contemporain, mais on a aussi ici aujourd'hui Lise Chaland-Favetti, qui est une grande représentante aussi du vitrail contemporain. On aurait pu peut-être même aussi commencer par ça. Vous avez évoqué toutes les deux des travaux du 1%, qui, à partir des années 80, donc production verre, qui a permis de mettre en place, comme on a pu voir derrière moi, des verrières dans le métro de Montréal, par exemple, la station du collège, mais aussi dans des bibliothèques comme le Patron Le Prévost, dans des hôpitaux, des puits de lumière, effectivement, mais aussi dans des centres d'artistes, à Montréal, au Québec, mais aussi à l'international. Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vous inviter aujourd'hui, parce que, vous le savez, peut-être pas le public, mais l'histoire du vitrail au Québec est encore, on va dire, naissante, non pas en termes d'histoire et d'ancienneté, mais plutôt en termes de recherche. D'où le fait qu'on est vraiment chanceux et chanceuse d'avoir aujourd'hui Lise et Catherine, bien évidemment, pour parler de cette histoire-là. Passé cette grande introduction assez de débroussaillage, j'avais peut-être une petite question de curiosité. Le vitrail, en tant que média, mais aussi technique, comment vous le considérez personnellement et professionnellement parlant? Que ce soit auparavant, donc à partir des années 70, quand on a appris la technique par exemple, le métier, mais aussi actuellement de nos jours. Puis cette question-là est gros pour toutes les deux. Moi, j'ai toujours fait de la recherche en atelier. J'en suis arrivée à des intégrations assez spéciaux, comme ça donne. Là, tu parles de verre intégré à l'architecture. Oui. Et puis, j'ai réalisé des œuvres très classiques aussi, avec la grisaille, le dessin sur verre. Donc plutôt dans la technique traditionnelle, oui. Le dessin visible à réseau de plomb. J'ai toute une église à Sherbrooke. Oui, aussi du vitrail religieux. Donc tu as travaillé civil, domestique et religieux. Oui, effectivement. Là, je suis aussi dans des pièces de recherche, des expositions. Et puis, moi, la finale de Tout est beau, la question. Ma question, c'était plutôt dans l'aspect professionnel et personnel. Professionnel, de ce que je comprends en tant qu'artiste, ça a été donc ta pratique principale. Bien que, puis Catherine pourra compléter, mais on parle beaucoup de vitrail là. Mais il fallait peut-être aussi rappeler qu'avant d'en arriver au vitrail, il y a aussi une étape de conception, d'idéation finalement. Puis toi, c'est l'aquarelle qui te permet d'abord. Parce que peut-être pour recentrer, avant d'avoir les grandes verrières que vous pouvez avoir là dans les stations de métro, les églises, etc., il y a une maquette, 1/10 qu'on doit réaliser. Ensuite, on fait un carton et chagrin, et ensuite on produit la verrière. Et toi, c'est l'aquarelle. Oui, j'ai d'abord, c'est ce que, quand j'ai commencé le travail d'atelier, c'était les maquettes. J'avais déjà toute la formation pour faire des maquettes. Aux Beaux-Arts, avec le cours de coloration. Oui, coloration, géométrie. C'était pas compliqué pour moi de passer aux maquettes. Et donc c'est pour ça qu'on t'a engagé dans l'atelier de Pierre Osterhald, où tu as fait ton apprentissage. Mais en même temps, j'étais tellement intéressée quand je voyais la palette de verre, la fenêtre, les verres sur canapé colorés. C'était super. Puis avec tous les passages possibles, je faisais des colorations. Qu'est-ce que tu entends par passage? Ben, les passages de couleurs, comme même dans une plaque de verre, il y avait déjà des passages. On pouvait partir presque d'un pâle jusqu'à dense. Non, c'était magique. J'ai vraiment tombé amoureuse du média. Puis finalement, on retourne un peu avec Catherine, parce que tu parlais des maquettes, puis aussi des cartons.
Et Catherine, je sais que toi, tu travaillais beaucoup là-dessus dans l'atelier avec Avec Lise, quand Lise a eu son atelier, ce que je pourrais rajouter un peu sur l'atelier d'hiver, quand ma mère était à l'atelier de Pierre Osterac, avait son atelier en haut de Desmarais Robitaille, qui était il s'occupait des choses religieuses, il vendait des matériaux et tout ça. Donc, il y avait des contrats aussi religieux et en même temps, il commençait à faire toutes sortes de contrats. Il prenait Lise. Et c'est ça, de fil en aiguille, on s'occupait quand Lise a eu son atelier. Oui, je faisais les cartons. Ben, je faisais les cartons, les agrandissements. Les agrandissements, ben, c'est beaucoup, tu sais, comme le côté d'artiste, de formation d'artiste était très important. Parce que tous les agrandissements, les couleurs, comment déplacer un objet sur, disons qu'on recevait, des fois on recevait des dessins avec des mauvaises dimensions, le dessin de l'écran, ça prenait un artiste pour remettre ça dans un ordre. Mais oui, je participais à toutes les étapes, sauf quand on a commencé à avoir beaucoup de contrats, à un moment donné, on avait comme des tâches, hein? On avait développé un peu des tâches, chacun, parce qu'il fallait qu'il y ait des dates de sortie pour des contrats. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, j'allais dire. c'est très bien, ça va. Belle division des tâches, une collaboration. Non, mais je veux dire, c'est ça. Donc, on faisait toutes les étapes. Coupe de cartes. C'est ça. On pourrait donc aussi, là, vous êtes une équipe complètement féminine. Oui. Et ça me fait penser tout de suite à quelle était votre place et quelle est votre place maintenant dans le domaine du vitrail qui, je dois le rappeler, est extrêmement masculin. Moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai entendu des maîtres verriers québécois me parler d'ateliers occupés, dirigés par des femmes en me disant cette femme-là a besoin d'un homme pour l'aider parce qu'elle fait du vitrail. Et puis vous, comment finalement en tant que duo de femmes, parce que je dois le rappeler aussi, Catherine et toi, Lise, vous avez beaucoup travaillé ensemble. C'était un petit atelier exclusivement féminin. Comment vous vous situez Pour l'atelier, on est deux personnes quand même avec des bonnes forces physiques. Tu sais, on bougeait. Toute seule dans mon atelier, je pouvais bouger une grande plaque de verre, la descendre et puis la remettre. Tout est une façon de procéder. Donc casser ces stéréotypes finalement, mais j'imagine que ça a eu un impact quand même sur votre travail, en tout cas des commentaires ou des années 60, 70, 80. Disons que quand j'ai commencé, c'était différent. J'ai commencé à l'atelier d'hiver. Oui, avec là, c'était des garçons. J'étais la seule fille dans l'atelier. Oui, ça c'était. Mais j'ai été bien acceptée. Je participais beaucoup. Une question de comment participer aussi. Mais tu sais, le passage entre l'atelier qui semble être exclusivement masculin, l'atelier du verre, à ton atelier indépendant, donc c'est ça, tu sais, c'est passé d'un atelier en groupe là, à un atelier complètement indépendant avec tes propres projets. Il faut aussi aller chercher ces projets-là. On parle de vitrail, puis notamment lorsque tu as créé ton propre atelier, on est dans la naissance du programme du 1% au Québec. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir du c'est ce qui m'a permis de participer. Mais qui est-ce qui choisissait ces 1%-là? On n'était pas encore dans des comités assez... des architectes, voilà. 7 personnes sur le comité. Les gens du ministère de la Culture. 7 personnes qui décidaient. On était 3 artistes qui présentaient des maquettes. Je choisissais une artiste. Et comment ça se passait finalement, toi, en tant que maître verrier femme, dans les années 80, avec un atelier indépendant? Comment... Est-ce que tu ressentais une difficulté de présentation ou est-ce que tu te sentais seule aussi d'une certaine manière? Parce qu'on parle beaucoup des hommes, j'ai parlé de Pierre Osterac, j'aurais pu parler de Marcel Ferron, que c'est dans les mêmes années que vous avez pratiqué le verre également. Et Target, qui est une grande famille aussi de maîtres verriers.
comment toi tu t'es sentie à la fois dans ces comités-là Dans les comités des 1%, j'étais vraiment à l'aise. C'était une question de maquette, de proposition. Je pense à certains, oui, j'ai obtenu quand même une dizaine de 1%. Et puis dans les années 2010, à peu près, j'ai comme stoppé, je ne pouvais pas, parce que j'avais trop de contrats avec le Grand Nord. Oui, tes contrats dans le Grand Nord, Oui, ça a duré. ta collaboration avec les artistes autochtones. Oui, oui. Les Autochtones, les Génies, c'est moi. J'ai été là-bas, j'ai rencontré ces gens-là. C'était intéressant. Ça a duré 15 ans. Et toi, Catherine, comment tu as ressenti ça, à la fois en tant que fille, mais aussi en tant que vitrailliste? Ce rapport à la fois avec un domaine qu'il faut déconstruire, qui est très masculin, mais aussi dans lequel le gros contrat, comme vous avez pu avoir. C'est sûr que moi, j'arrive dans 20 ans de différence, et c'est ma mère. Il faut toujours se remettre dans le contexte que moi, j'ai un exemple d'une femme qui fait ça. Souvent, les gens avec qui elle était en professeur, à cette époque-là, ça commençait quand même dans les années 80-90. On voyait souvent, il y avait d'autres femmes sur les concours, Marcel Ferron, etc. Mais la différence, je pense, aux livres, ça a été différente, qui était plutôt côté masculin, qui était plus réservée. C'était toute sa participation physique dans la vie. Souvent, certains artistes faisaient des concerts ou faisaient réaliser ça par d'autres mondes, avaient des concepts antiquises, elle avait son concept et elle faisait toute la réalisation jusqu'à aller dans l'échafaud, monter le vitrail. Donc ça, c'était des choses qui étaient un peu plus rares. Donc il y avait tout le temps, il était une équipe, souvent il y avait d'autres gars. C'est pour la fin des contrats, comme même quand on travaillait ensemble, on faisait des fois, on faisait des panneaux là, plus petits que la table ici. C'est sûr qu'une fois que c'est collé avec du verre, on appliquait des verres par morceau, ça devient extrêmement lourd. Hein. Donc on demandait coller sur les deux côtés. Oui, c'est ça. Il nous tournait la chose, puis nous, on continuait le lendemain. Mais c'est important de nuancer quand même le fait que là, vous parlez d'une collaboration avec des hommes, par exemple. Mais moi, mon idée, pour l'idée de base, c'était de réalisation. Pas nécessairement, mais en fait, de A à Z. Puis là, je pense pas que j'ai besoin de le rappeler, mais on n'a pas besoin d'hommes pour faire du vitrail. C'était ça l'idée derrière. Non, absolument. Puis là, on parle de contrats physiques. Parce qu'on travaillait des murales, c'était très, très grand. Comme des dalles de verre, ça prend, oui, et puis c'est des panneaux de verre très grands. On ne peut pas les déplacer toujours facilement. Donc, des fois, on avait besoin d'aide. Pour faire l'installation, il faut de l'aide quand même. Peut-être pas. C'était vers là que je voulais vous amener, peut-être. Je veux dire, là, c'est aussi toute une. On avait comme. On avait l'équipe, on avait Yvon. Pour les installations, c'était bien. Oui. On avait 2-3 personnes pour les installations ou pour monter des cadres, des grandes boîtes quand on expédiait ça dans le Grand Nord, la Paris-Bois. On faisait ça avec qui? Oui. Dans le corridor. Dans le corridor. Donc là, vous parlez de pratique, d'installation dans l'architecture. On est rendu à l'étape où la barrière est réalisée. Ouais. Et j'ai commencé cette table ronde en vous questionnant sur votre formation, votre parcours. Je me posais cette question en préparant cette table ronde. J'ai un petit peu la réponse où je voulais vous entendre. Où est rendue la transmission de ce savoir-faire-là du vitrail au Québec, selon vous, en 2025? Parce que toi, Lise, tu as été formée aux Beaux-Arts, mais ce n'est pas aux Beaux-Arts que tu as appris le vitrail alors que tu aurais pu, parce qu'à la même époque, il y avait des ateliers quand même à l'École des Beaux-Arts, autant à Québec qu'à Montréal. Toi, c'est un atelier que tu l'as appris. Et toi, Catherine, c'est dans l'atelier de ta mère que tu l'as appris. Mais en 2025, comment vous voyez ça?
Ben, c'est ça que moi, je trouve que l'idéal, c'est d'apprendre dans un atelier et qu'on est confronté tout de suite à la réalité. C'est évident que Pierre Estera donnait un cours de vitrail à l'atelier à l'université Laval. Et puis, il y avait toute la machinerie. C'est fantastique. Maintenant, c'est cancellé, cette classe-là. Quand tu parles de machinerie, tu parles de matériel, le four aussi. Et puis, fait que tu as remarqué une disparition de cet enseignement-là dans les programmes, autant au cégep qu'à l'université. Donc, la relève, et c'est ça que si on aime vraiment un médium, puis on veut apprendre, puis on trouve, si on ne trouve pas à Montréal, à Québec, bonjour, on trouve en Europe, une base, les matériaux sont de plus en plus aussi difficiles à trouver, comme les dalles de verre. J'ai des gens qui m'ont couru après pour acheter des dalles de verre. Fait qu'on a autant une difficulté. Des qualités de verre. On a autant de difficultés pour la formation que pour l'achat de matériaux. Les achats de matériaux sont très chers maintenant. Le verre clair est cher. Donc, c'est sûr que c'est différent. Puis toi, Catherine, en tant qu'héritière de ces savoir-faire. Oui, j'ai oublié de dire qu'à un moment donné, ma mère, elle a pris un atelier quand j'avais à peu près 13 ans. Elle a pris un immense local. Donc, on vivait là et il y avait l'atelier. Donc, vous voyez que c'était très proche de moi aussi parce qu'elle travaillait dans l'atelier. Donc, quand je rentrais de l'école, par exemple. Donc, c'est sûr que c'était très proche de moi. Elle aurait voulu que j'aille en art. L'atelier était au Palais des Congrès, pas dans le Palais des Congrès. Bien, au niveau de la transmission, moi, je pense, moi, j'ai pas eu d'enfant. Donc, peut-être qu'il y en a quelques-uns, quelques personnes à ce moment-là qui ont eu des enfants, je sais qu'il y a quelqu'un il y a une possibilité de faire quelque chose avec ça. Mais moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'avoir une bonne base en art avant de se diriger, choisir un médium après. Parce qu'on trouve des écoles, comme l'Espace Vert en ce moment, qui est une école de verre, mais qui est une école essentiellement de soufflage, où on fait des objets. Récemment, on a eu quelqu'un qui est venu pour acheter des dalles, justement, de là, et elle n'avait jamais vu, elle ne savait pas c'était quoi du verre antique. Et cette personne enseigne. Donc, tu sais, il y a quand même un manque, parce que du verre antique, c'est vraiment, c'est la base. C'est du verre rare qui est soufflé de manière artisanale avec des cannes. Tout à fait, puis c'est pour ça qu'on trouve des petites bulles à l'intérieur de ce verre-là, parce que l'acte de souffler finalement vient amener l'air dans le verre. Oui, c'est intéressant. Vous pouvez regarder, c'est Bédard qui a fait la vidéo, Bédard. On voit comment il souffle. Je pense que c'est en Allemagne. Ils font des grandes bulles et après ils vont les couper, ça donne des plaques de verre. Et après, dans les plaques, nous, on vient couper nos morceaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est devenu très dispendieux. Tu sais, comme dans les années, comme Lix, quand elle a intégré l'atelier du verre à l'époque, moi je me rappelle, parce que encore je me promenais, je jouais dans l'arrière, par exemple, il y avait des boîtes et des boîtes de verre antique de toutes les couleurs. Tu sais, c'était un produit qui était plus utilisé. Comme les vitraux qu'elle a fait comme le métro du collège, c'est tout du verre antique, ça. C'est des choses qu'avec les moyens d'aujourd'hui qui sont investis dans l'art, ils ne feraient plus ce genre de choses-là, malheureusement. Donc, on a des petits bijoux comme ça un peu partout, où la qualité du verre. La restauration, ces pièces-là. Oui, de retrouver le verre.
Ça me permet de rebondir sur une autre question que j'avais, c'est selon vous, comment la jeune génération, bien que la relève soit difficile à trouver au Québec là, et au Canada de manière plus générale, mais comment cette jeune génération-là, selon vous, aborde différemment le vitrail? Là, vous avez mis un point de l'avance, c'est le matériau en tant que tel. On a parlé de verre traditionnel, de verre antique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu constater? Sans doute, avec les nouvelles techniques, il y a toutes sortes d'affaires là, tout est en même temps, tout le temps. Donc, les jeunes arrivent avec d'autres idées. Est-ce que vous avez constaté, vous, sur le terrain? Pas tellement. En vitrail, par exemple, on se limite au vitrail, pas tellement. C'est ça qui est intéressant, c'est cette dynamique qui est différente, parce que si on compare à la France dans les années d'après-guerre, années 50 par exemple, on a ce qu'on appelle les laboratoires d'expérimentation dans les arts sacrés. Dans les grandes églises anciennes, on va mettre du vitrail contemporain, on ne constate pas nécessairement la même chose au Québec. Mais ça, je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau de la valorisation des arts au Québec dans les temps. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça a repris un peu, je pense, dans les années. Il y avait plus de moyens, ils ont réinvesti plus dans certaines époques, mais ça a tendance à partir. Il faudrait valoriser plus l'art et le patrimoine, c'est tellement important. J'avais peut-être une autre question pour vous accompagner dans la réflexion. On parle beaucoup de vos créations, vitrail civil, vitrail domestique, vitrail religieux. Puis je pense que la première chose qui vous vient à l'esprit quand on parle de vitrail, c'est tout de suite une fenêtre dans une église. Puis bon, toi Lise, tu as ouvert ton propre atelier en 81. Puis comme on l'a dit, c'est surtout du 1% que tu as produit. Puis même toi Catherine, tu as travaillé sur ces projets-là, tu as plus travaillé dans les projets de vitrail dit civil dans les espaces publics et même domestiques que du vitrail religieux. Comment vous vous situez par rapport à cette grande tradition du vitrail finalement? C'est sûr que je parlais au départ, la recherche fait qu'on arrive à d'autres propositions que le classique. Donc, je pense à la première proposition que j'ai eue, c'était des verrières amovibles qui servaient d'écran solaire. Là, tu parles d'un projet à Stetton en 81. Et puis, c'est que les verrières, on n'avait pas assez de budget pour remplir la fenêtre. Donc, l'architecte m'avait dit qu'il faudrait, je pense, que ça ne soit pas rempli. Donc, j'avais fait une forme sinueuse qui faisait le tour de la pièce, qui devenait un graphisme métallique sur le mur. Et puis, dans les fenêtres, c'était des écrans, les verrières étaient des écrans solaires. On pouvait les descendre et monter, dépendant du soleil. J'avais été regarder comment le soleil bougeait dans la salle. J'ai fait ma recherche. Et voilà, j'ai obtenu ce contrôle. Puis je l'ai réalisé. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues ces verrières-là? Ah, c'est épouvantable. Il y a quelques années, il y a à peu près, ils ont restauré. Oui, il nous demande de restaurer les verrières. Il y avait déjà eu une restauration, une brève restauration avec des morceaux de verre cathédrale. C'est des verres produits de manière industrielle. Oui, c'est des verres mécaniques. Mais juste essayer de trouver la même couleur. Mais parce que on ne peut pas faire ça avec une pièce c'est-à-dire déposer une verrière, déposer appeler l'artiste pour faire une indication. Ça, je n'ai jamais su. Ce qui était devenu l'équivalent de cette œuvre-là. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai vu, toutes les verrières étaient empilées en arrière. Ils m'ont dit de restaurer, puis qu'on la réinstallerait ailleurs. Pas tout de suite, hein? Non, c'est parce qu'il y a un monsieur, c'était un centre d'accueil. Donc, il y a un monsieur qui se plaignait qui avait la vitrail dans le visage. J'ai fait dit, ben, si vous mettez votre chaise là, il m'avait dit, c'est pas les êtres humains qui bougent, c'est les choses. Donc, ils ont fait une pétition pour retirer l'œuvre. Oui. OK, donc ils devaient la réinstaller ailleurs. Mais
finalement, on l'a restauré. On l'a restauré. On l'a regardé pour un autre endroit. Oui, elle nous a fait tout rêver dans le jardin. Puis Finalement, elle l'a mis dans... on est arrivé premier. pour ramener les barrières restaurées. Puis ils nous ont dit d'être placer ça dans un hangar, là, à l'arrière. L'hangar. Oui. Et puis, on a tout bien placé ça. Et puis, On n'a pas eu de nouvelles. fait que j'ai réessayé. Après, j'ai même téléphoné au 1%. Et puis, le 1%, vu que c'était en 81, c'était le début, dans le 1%. Donc, non, ils ne pouvaient pas revenir. Donc, là, les barrières sont toutes entassées à l'arrière. Ils ont été là pendant, mon Dieu, 81 à 2010. Ils sont encore là, d'après moi, non? Dans le oui, dans le Ils ont 35 ans, les barrières ont été là, d'une impôt différente. Ça, c'est épouvantable. Puis est-ce que vous avez constaté le même rapport avec vos barrières vitraux? Barrières? Oui, exact. Ce même manque Un de autre. respect d'une certaine manière pour Oui. le travail. L'Institut de cardiologie. J'ai fait 3 grands murales à l'Institut de cardiologie. J'étais très fière, j'avais même gagné avec Marcel Ferron. Contre Marcel Ferron. Puis, donc, l'installation traversait des boîtes de verre empilées en 2 verres. À des endroits, c'était des jets de sable, tout ça. Ben, il faut les voir. Et puis, ça fait que donc, à un moment donné, l'architecte appelle à l'atelier dans les années 15, à peu près. 2015. 16. Oui, j'étais au travail. Puis moi, j'étais pas là. C'est ça, donc l'architecte m'appelle et puis il dit ah, c'est Charlotte Pedretti, l'artiste, de ces trucs-là dans l'entrée. Alors, pas comme ça, là, mais presque un peu. Puis là, il dit est-ce que vous voudriez les reprendre parce qu'on va faire une nouvelle œuvre? Et il va y avoir un nouveau concours, une nouvelle œuvre. Alors, il dit de toute façon, c'est des roches, dans le fond, c'est quand même du verre, tout ça. J'ai dit, on peut toujours les reprendre, mais j'ai dit, vous savez, c'est un contrat d'année dans le cadre du 1%, vous ne pouvez pas les déplacer comme ça. Donc, là, après ça, l'architecte a rappelé il les a déplacés, ils les ont mis ailleurs. Mais il ne savait pas, c'était un architecte. Ils ont remis les 2 murales dans le corridor. Là, c'est vraiment bien. Ça, c'est parfait. Oui, c'est bien. Il y a 2 barrières à installer, les 2 plus grandes. Puis la plus petite, qui était dans une chapelle, dans l'Institut de cardiologie, ils l'ont remis dans une chapelle, mais j'en peux pas revenir. Il y avait du verre antique, des couleurs ambre, jaune. Ouais, et puis, ils ont mis de la peinture noire parce qu'on était supposé voir des 2 côtés de cette pièce. C'est du verre. Ils ont mis la peinture noire juste dans les boîtes qui ont de l'éclairage à l'arrière. Ouais. J'ai vu ça, j'ai parlé à l'architecte, ça fait déjà 1 an, je n'ai pas eu encore le changement de ça. J'ai dit nettoyer, enlever la peinture, ouvrir le mur. Mais là, bon, on va aller voir. L'autre côté du mur, c'est une salle d'attente. Je ne sais pas. Et est-ce que Non, je selon pense vous- que c'est un lieu de culte. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas qu'ils voient à travers. Là, c'est pour tout le monde. Oui, c'est toutes les religions aussi. Est-ce que selon vous, cet état de vos verrières, finalement, tant à Montréal qu'en région, par exemple, le fait de ne plus nécessairement les considérer, en tout cas, savoir ce que c'est juste de base, est-ce que selon vous, c'est représentatif de l'état actuel de la pratique du vitrail au Québec et même au Canada? Non-respect. Il y a certes un manque de respect, mais je pense que c'est par un manque de connaissances, probablement. Probablement. Parce qu'on parlait tantôt de Oui, de la transmission, dans le du fond, savoir-faire. quand l'architecte a
Claudia Catherine, c'est prendre ses boîtes de l'art. Je pense que c'est un manque de connaissances aussi des arts. Ouais. Vitraux, c'est pas juste vitraux. Mais c'est aussi un manque de connaissances. C'est travailler avec le médium, médium, qu'on peut le transformer comme on veut, le médium. Alors, c'est comme on peut en faire ce qu'on veut. Mais le verre, c'est pas juste en art, mais c'est dans Il y a deux possibilités. Je pense que de toutes les époques, je pense qu'il y a des périodes où le verre redevient de l'avant, comme c'est arrivé dans 60, 80, 70, 80. Je pense que ça arrive aussi, comme on parlait tantôt du religieux. On Au 17 et 18e siècle, on a des campagnes d'éclaircissement et on supprime les vitraux des espaces de culte. Non, mais je parle quand elle arrive avec les vitraux vont sortir des églises Dans les années 80. à une certaine époque parce que la société change. Et il y a aussi un intérêt pour la transparence dans ces années-là, qui peut-être va revenir aussi. Mais en ce moment, je vois des choses, je vois de nouvelles choses très intéressantes. Par contre, le verre, en tant que tel, on en voit beaucoup. Mais je suis persuadée qu'il y a une question financière aussi. Tu penses au Grand Nord, ce qui est arrivé? Oui. Tu sais, comme ils mettent des collants. Grand Nord, on a réalisé pendant 15 ans les dessins choisis, des élevés, tout ça. L'artiste autochtone, oui. Et puis, tout à coup, non. Ils ont changé, il n'y avait pas de budget, donc ils ont mis c'est ce qu'on voit comme des vitraux plastiques collés dans les fenêtres. C'est ça. Là, vous parliez de la forme d'un programme du ministère de la Culture qui va financer tout ça avec des artistes. Oui, ils font comme des acétates qui collent dans les fenêtres avec un dessin. Réalisé par un artiste. Oui, c'est bien ça. sûr. C'était toujours des artistes autochtones. C'était de la réalisation en ce moment. Pour eux autres. Mais les maquettes étaient souvent à retravailler dans les dimensions. Parce que tantôt vous disiez que c'était celle-ci, puis toi, un peu Catherine, en tant que vitraliste, tu sais, souvent les artistes réalisent des dessins sans nécessairement connaître les spécificités techniques Oui, du vitrail, d'où la réadaptation. Absolument, c'est ça. Ça prenait